C'est parti, c'est en train d'enregistrer. Bienvenue à tous pour ce dernier cours de l'année. Et on termine par l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, qu'on a commencé la dernière fois, on avait vu que c'était un objet, c'est un artefact. D'ailleurs, on en a profité pour définir ce qu'était un artefact qui a été trouvé en 1950 par un Belge, euh, géologue belge, dans la région d'Ishango, d'où le nom de l'os d'Ishango. Il en a trouvé deux. Un de 10 centimètres, un de 14 centimètres. Et cet os-là a défrayé la chronique parce que vous voyez, comme vous voyez à l'écran, l'os a été minéralisé avec le temps, donc a été conservé dans les couches rocheuses et a gardé en fait sa structuration. Donc les traits que vous voyez sur cet os-là sont pas des traits faits au hasard. On aurait pu penser que c'est des traits au hasard, mais non. C'est des traits qui répondent à une certaine logique qu'on va essayer de revoir aujourd'hui. On a vu un petit peu comment l'os était structuré. Donc, vous voyez, c'est un os minéralisé. Et au bout là, il y a une petite pierre en quartz. Donc, on pourrait penser que ce quartz-là servait à graver des choses, ou en tout cas à écrire quelque chose. Donc, en tout cas, cet os a intrigué pas mal de scientifiques et fait encore couler beaucoup d'encre jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi nous on l'étudie dans nos cours? C'est parce que c'est un objet qui non seulement date d'il y a plus de 20 000 ans, mais comme je vous l'ai dit, représente des figures qui, lorsqu'on les traduit en nos chiffres aujourd'hui, représentent des nombres, enfin des chiffres plutôt, j'allais dire, des chiffres, non? Plutôt des chiffres. Et ces chiffres-là ne sont pas anodins, ne sont pas faits au hasard. Et on en a déduit que soit c'est une calculatrice, ou alors c'est comment on a, une sorte de boulier qui permet de jouer, un peu comme on joue aujourd'hui euh, au boulier, mais en tout cas qui permet de manipuler des chiffres. Donc voilà ce qu'on s'était dit là-dessus. Je vais passer rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, les slides. Comme ça, on va voir rapidement ce qu'on a dit. Et puis, vous pouvez poser des questions. Donc, on a vu la présentation de l'os d'Ishango. Je vais aller rapidement là, hein. Présentation de l'os d'Ishango, sa description, l'interprétation qu'on en a fait. Et donc là, on va insister au niveau de l'interprétation qu'on en a fait sur l'aspect mathématique. Donc, découvert dans la région d'Ishango, le point rouge que vous voyez là, hein, entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le pays qui est là, je ne vois pas, c'est le Rwanda, l'Ouganda, je crois, non? J'arrive pas à voir. Kampala, là, c'est où? Kampala. Enfin bref, dans la région des Grands Lacs, hein. C'est dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, on admet, de par les fouilles archéologiques qu'il y a eu jusqu'à nos jours, que c'est la région dans laquelle l'humanité a émergé. C'est là où on a vu les plus vieux fossiles d'humains, qui datent de plus de 300 000 ans. Et c'est là aussi qu'on a vu, dans les fouilles, on a vu apparaître aussi l'Homo sapiens sapiens. Donc, vous voyez que l'homme est né là, est resté là-bas pendant des millénaires, avant de sortir de cette région pour aller coloniser le monde, en tout cas s'installer dans d'autres régions du monde. Et en étant là, ben, ils n'ont pas
Ils n'ont pas fait que regarder le ciel, hein, ou ils n'ont pas fait que manger. Donc, ils ont regardé le ciel, ils ont essayé de comprendre leur environnement et petit à petit, ils ont confectionné des outils, des choses comme ça. Et donc, l'os d'Ishango, c'est un os qui pourrait s'assimiler à une sorte d'outil mathématique. Voilà. Euh, donc, découvert par ce monsieur, Jean de Hinzelin de Brocourt, qui est un géologue belge. Et à, à Bruxelles, aujourd'hui, cet os-là représente un monument que vous voyez à l'écran là, qui est au niveau de j'ai un trou de mémoire. Au niveau de l'Institut des sciences, le musée, voilà, le musée d'histoire naturelle de Bruxelles. Si vous allez au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, vous verrez cet os d'Ishango, qui est un monument, qui est devant le musée. Donc, ça a une telle importance que les Belges en ont fait un monument pour symboliser le côté euh, mathématique et universel des choses. Donc, on voit bien que ça a vraiment une importance dans le monde scientifique et au niveau culturel globalement. Et cet os-là, il a été fabriqué en Afrique. Donc, en Afrique, il y a plus de 20 000 ans, on faisait déjà les mathématiques. Donc, c'est un système de numération, on a dit. Et culturellement, on voit que ceux qui ont fait cet os-là, donc nos anciens du continent, nos ancêtres, ceux qui l'ont fait, eh bien, ils l'ont fait parce que ils vivaient dans une région où ils faisaient la cueillette, la chasse, la pêche, et les fouilles ont montré que il y a d'autres objets dans cette région-là qui sont aussi d'autres artefacts qu'on a retrouvés, ce qui montre que ceux qui se sont figés là sont restés là-bas pendant des milliers d'années. Donc, entre moins 70 000 ans, des eaux on a pu trouver, d'autres artefacts qu'on a pu trouver, et moins 20 000 ans, il s'est passé beaucoup de choses, de la maturation dans les esprits. Donc, vous voyez, donc les gens, nos ancêtres, étaient sédentarisés. Et quand on est sédentarisé, donc quand on reste au même endroit pendant longtemps, il y a une organisation qui permet de mieux comprendre la nature. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc l'os, il est structuré comme ça. Il y a un groupe de traits à gauche, un groupe de traits central, un groupe de traits à droite, hein, avec les encoches. Donc le groupe de traits à gauche, c'est 11, 13, 17, 19. Le groupe de traits central, c'est 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5, 7. Et le groupe de droite, c'est 21, non, 11, 21, 19, 9. Donc on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça représente ces entailles-là. Donc je vous le montre autrement, comme ça. Donc voilà, comme ça, la façon dont les traits sont représentés au niveau, je dirais, sur papier, hein, sur papier. Donc voilà, je vous le montre également sous forme de tableau. Donc, colonne de droite, la colonne centrale, la colonne de gauche. Hein, je vous le montre sous forme de tableau. Et on a essayé de comprendre un peu la signification que cela revêtait. Et donc là, je vais passer rapidement, vous reverrez l'autre cours, mais on a vu la colonne de gauche, c'est les nombres premiers de 10, entre 10 et 20 dans l'ordre. Donc on a 11, 13, 17 et 19. La colonne centrale, c'est la colonne de duplication, de duplication ou de multiplication, on va dire. Et la colonne de droite, c'est la base 10. Hein, puisque entre 10, entre 11 et 20, il y a 10. Voilà. Entre 19 et 9, il y a également 10. Donc déjà, on commence à comprendre qu'il y a des choses
les traits ne sont pas faits de façon hasardeuse. Il y a une logique, mais on essaie de trouver la logique. Pourquoi ils ont fait tous ces traits-là? Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Hein. Donc, il y a d'autres interprétations qui ont été faites par d'autres savants. Bon, je vous le passe rapidement. Eux, ils pensent que bah, c'est une table de calcul et on voit les correspondances telles que c'est fait là. 3 plus 6, ça fait 9. Et ils ont omis le 2, mais si on rajoute le 2, normalement, ça donne 11 sur la colonne de droite, ainsi de suite. Donc, ça permet en fait à ceux qui l'utilisaient de faire des calculs, le calcul mental, euh, ou de se repérer plus facilement. Donc, en tout cas, c'est l'interprétation de Dirk Wilbroek et Vladimir Pletser qui ont contesté un peu Hinzelin, mais qui ont fait d'autres interprétations. Et puis d'autres personnes ont contesté cette histoire. Ah, je vous passe d'abord Alexandre Marchak, qui lui a considéré que c'est un os qui permettait de noter les lunaisons, hein, puisqu'il a compté les chiffres et ça lui donne sur 2 mois 60, 60, donc ce qui représente 2 fois 30 jours du mois, etc. Donc, vous voyez. Et puis, il y a d'autres interprétations. Et on va s'arrêter sur l'interprétation du professeur Mbelek aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais faire avec vous, ensemble, sous forme d'exercice. Donc, je vais vous demander de prendre un papier et un crayon. Hein. On va faire ça ensemble. Prenez chez vous un papier et un crayon. Donc, il y a le professeur Mbele qui en a parlé. Il y a Kalala Omotunde qui en a parlé dans les jeudis de l'info, dans une de ses émissions. Vous regarderez, je vous ai mis les liens. Et puis, il y a le professeur Adjamagbo qui aussi en a parlé. Donc, voilà, rapidement, ce que je voulais vous rappeler sur l'os d'Ishango, hein, sans rentrer dans les détails. Maintenant, on va faire un exercice à partir de l'os d'Ishango au niveau mathématique et au niveau de regroupement. Donc, on va essayer de regrouper les chiffres, d'essayer de voir comment on peut retrouver euh, la, une certaine logique de fonctionnement hein, avec ce que le professeur Mbelek en a dit. Alors déjà, est-ce que quelqu'un a vu la vidéo du professeur Mbelek? Je pose la question, est-ce que quelqu'un a vu la vidéo du professeur Mbelek que j'ai mis dans le support? Non, personne ne l'a vu, mais très bien. Donc Non. on va le faire ensemble. Alors. Et puis, quand on aura fini, vous avez maintenant le temps, vous pourrez y retourner pour voir ce qui s'est dit. Mais là, on va faire l'exercice ensemble. Je vais changer d'écran. Je vais changer d'écran et aller sur une feuille Excel. Une feuille Excel et je vais partager mon écran pour que vous le voyez. Je vais partager mon écran. Je vais changer l'écran. Alors, partager mon écran. Donc là, j'ai essayé de mettre dans un tableau Excel les chiffres que vous avez devant vous là. Donc, vous avez les chiffres de gauche, les chiffres du centre et les chiffres de droite. Donc, c'est là où je vais vous mettre à contribution pour essayer de trouver les logiques qui se dégagent. Bon, d'abord, en base 10, on va prendre la colonne de droite. Bon. Donc, si on veut aller en base 10, on mettra ici, déjà, qu'est-ce que vous voyez sur cette colonne de droite? Les chiffres tels qu'ils sont, qu'est-ce que vous voyez? Si on doit faire en base 10, 11, on mettrait quoi en plus pour, faire... qu'est-ce qu'on va rajouter à 10 pour faire 11?
Est-ce que vous comprenez ma question? On rajoute 1. Voilà, donc on va faire 10 plus, plus 1. 10 plus 1. Bon, je vais le mettre en rouge, comme ça, on va bien voir la différence. Ici, je mets en rouge. 10 plus 1. Et au niveau de la colonne, au niveau du chiffre 20, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reste en base 10, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va rajouter à 20 pour avoir 21? 1 aussi. Également 1. Également 1, on est d'accord. 20 plus 1, ça fait 21. Ou bien 10 plus 1, ça fait 21. Oui. On est d'accord. Ok. Ici, si on est en base 10, qu'est-ce qu'on va faire? Si On on va reste en base rajouter 9. 10, On va rajouter 9 à quoi? à 10. À 10. Mais alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que j'aimerais, vous avez vu le trait qui est gris là, hein, on va essayer de voir, c'est une sorte de la barre c'est une sorte de milieu pour faire une sorte une logique de symétrie, d'accord? Donc, on va rester sur une base 10, d'accord? Sur une base 10, mais en essayant de faire des symétries comme si on avait un miroir ici. Donc, si on a un miroir ici, il faudrait que, à ce niveau-là, je fasse quoi pour arriver en partant de 20, pour arriver à 19? Moins 1. Voilà, moins 1. Je fasse moins 1. Et le dernier chiffre, c'est-à-dire le 9, je ferai quoi pour arriver, si je reste toujours en base 10? 10 moins 1. 10 moins 1. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une logique. 10 plus 1, 10 moins 1. D'accord? 20 plus 1, 20 moins 1. Et donc, l'effet miroir fait la symétrie au niveau de la base 10, comme ça. Là, ça va pour tout le monde, là? C'est simple, là. On est d'accord? Ça, c'est simple. Donc, on va, au niveau de la duplication, ici, pour avoir 6, on va faire quoi? Entre les deux chiffres-là, si on essaie de regrouper les chiffres 2 par 2, pour avoir 6, on va faire quoi? Lorsqu'on est en multiplication ou en duplication. En prenant les deux chiffres, hein, en prenant 3 et 6, en fait. Hein. Si on fait 3 et 6, en partant de 3 pour arriver à 6, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 3. 3 plus 3. OK. Ici, on va faire quoi? Ah, faut que je mette pour que ça s'affiche. On voit bien. Donc, et ici, on va faire quoi? Pour le 8, 4. 4 plus 4. Plus 4. Donc, on avance. 4 plus 4. Très bien. Donc, on est en duplication. 4 plus 4, ou bien 3 fois 2, vous voyez, 4 plus 4, ou bien 4 fois 2. Donc, on peut considérer que à l'époque, le système de multiplication se faisait aussi par des additions. D'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on le fera peut-être à la rentrée. Les Égyptiens anciens faisaient toute leur multiplication avec des additions. Donc, c'est un système qu'on verra plus tard, mais déjà là, ça préfigure le fait qu'on puisse faire toutes les multiplications en faisant des additions. Vous allez me dire comment on fait, mais on regardera plus tard. Donc ici, en descendant, donc pour avoir 10, on va avoir quoi? Pour avoir 10, en prenant ce groupe de chiffres là, ce qui est en vert, 5 plus 5. 5 plus 5, très bien, égale
Je continue. Égale 5 plus 5. Voilà. Pas 56. 5 plus 5. Donc voilà, sur la duplication, c'est ce qu'on peut observer au niveau de ces groupes de chiffres. Donc ici, c'est un groupe de chiffres. Les bleus, les jaunes et les verts, si on les regroupe, on a, voilà, on a 6, 8, 10, toujours dans cette logique de symétrie. Ici, on a, je vais vous le simplifier, on a, pour avoir, en partant de 15, pour avoir 11, on va faire quoi? 15 moins 4. 15 moins 4. OK. Non, ça se voit pas. Qu'est-ce que j'ai mis? 15 moins 4. Voilà. Je vais mettre ça en rouge aussi, pour que ça apparaisse bien. 15 moins 4. Et donc, vous regardez les autres. Hein. Toujours, on reste en 15. Pour avoir 13, on va faire quoi? 15 moins 2, tout à fait. 15 moins 2. Et quand on fait sur la partie du bas, 15, on va faire 15 plus 2, d'accord? Pour avoir 17. Oui. Et là, 15 plus 4 pour avoir 19. Pourquoi il n'y a pas? Donc, on a plus 2, moins 4 plus 4, moins 2 plus 2 sur une base 15. Donc, ça, c'est une première observation. Donc là, on va essayer de regrouper les chiffres entre la colonne du centre et la colonne de droite. Donc, si on fait 3 plus 6, combien on doit y rajouter pour avoir 11? J'ai pas compris. Si on fait 3 plus 6, ça fait combien déjà? 9. Ah, plus 2. Combien? Plus 2. Déjà, ici, on observe que on a 3 plus 6 plus 2. Ça me donne 11. Attends, je vais laisser juste le bleu en rouge pour bien distinguer. Voilà. 3, si on fait ce groupe de chiffres là, 3 plus 6 plus 2, ça donne 11. 4 plus 8 plus combien? Vont donner 21. 9. On reste dans la même logique, ouais. 4 plus 8 plus combien? Vont 9. donner 21. Combien? 9. J'ai pas entendu. 9. Très bien. 9. Je vais mettre 9 en rouge. En base rouge. Rouge, rouge. Voilà. 4 plus 8 plus 9, ça donne 21. Donc, on a la même logique. 5 plus 5 plus combien? Vont donner 19. 9. 9. Voilà. Égale 5 plus 9. 5 plus 9. Bah, 19. Voilà. Plus 9. Hein. Donc, c'est ces 5 là. 5 plus 5 plus 9, ça donne 19. Je vais mettre en noir. Comme ça. Voilà. Et en bas, le dernier, là, on va faire combien? Plus combien va donner 9? 6. Est égal à
9, Donc, il faut prendre ce chiffre-là, 7 plus 2, 2. Très bien. 7 plus 2. Je vais mettre le 7 là, en noir. Donc, vous voyez, en symétrie, vous avez le groupe de chiffres du haut, plus 2, et le groupe du chiffre de bas, plus 2, ça donne 9. Mais alors, ici, vous voyez, si on prend les groupes 2 par 2, vous voyez qu'il y a un groupe ici, 3 plus 6, plus 2, ça donne 11. 4 plus 8, plus 9, ça donne 21. 5 plus 5, plus 9, ça donne 19. Ici, on a 7, il n'y a rien, plus 2, ça donne 9. En fait, il y a un vide ici, il n'y a rien ici. C'est-à-dire qu'on peut supposer que déjà à l'époque, on avait la logique du nul ou du zéro. C'est-à-dire que on sait que on n'a pas besoin de mettre quelque chose ici pour arriver au résultat que l'on souhaite. Donc le 7 suffit, plus 0, hein, plus rien, plus 2. C'est-à-dire que si on reste dans la même logique hein, que les autres, on aurait fait 7 plus 0, plus 2, ça donne 9. Donc ça, c'est le professeur Mbele qui le suppose. Hein, c'est un astrophysicien. Donc lui, dans la logique de ce qu'il voit dans cet os-là, il préfigure que déjà, la notion du chiffre parfait, du chiffre 0, du chiffre nul, était déjà connue par les anciens, les ancêtres. Donc, c'est ça qui le montre là, qu'il y a rien. Donc, on a, en faisant cette combinaison-là, on arrive, à partir des chiffres du centre, à trouver les chiffres de droite. D'accord? Donc maintenant, on va corser encore un peu les choses. On va aller encore un peu plus loin. On va essayer de faire une corrélation entre les groupes de gauche, d'accord, et les groupes de droite. Je m'explique. Regardez bien. Vous voyez bien le tableau, hein? Ici, si on essaie de regrouper ces deux chiffres-là, ces deux nombres premiers. D'ailleurs, Jaden, tu sais ce que c'est qu'un nombre premier? Parce que tu n'étais pas là la dernière fois, donc un petit rappel sur le nombre premier. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, non. Alors, qu'est-ce qui peut lui rappeler ce qu'est un nombre premier? Qu'est-ce qui s'en rappelle? Moi, je me Charis, souviens. Charis, tu t'en souviens? Eva, tu t'en souviens? Eva, alors Eva. C'est pas un chiffre qui se divise par lui-même et par 1. Exactement. C'est-à-dire, Jaden, un nombre premier, c'est un chiffre. Donc, on peut partir de 1, 2, etc. Tu verras, si tu fais l'exercice, que ce chiffre-là, il n'a que deux numérateurs possibles, c'est-à-dire lui-même et 1. Et donc, c'est le cas du chiffre 11, 13, 17, 19, donc qui sont des nombres premiers entre 10 et 20, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Ça va? Oui, oui, mais en plus de ça, je crois que je l'ai déjà vu ça. Au lycée, je crois que je l'ai déjà vu. Nom premier. Oui, vous avez forcément, vous l'avez vu, forcément, au lycée. Vous l'avez vu. Donc, vous regarderez la table des nombres premiers. Là, je ne sais pas si on a le temps d'y aller, mais on n'a pas peut-être y revenir tout à l'heure. Mais c'est juste pour faire un rappel sur les nombres premiers. Vous regardez la table des nombres premiers. Hein. Donc, c'est sur Internet, vous regarderez. Mais c'est bien la définition qu'en a donnée Eva tout à l'heure.
Et c'est ça. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui n'accepte que deux numérateurs possibles, c'est-à-dire lui-même et 1. Donc, les chiffres de gauche, on a vu, c'est les nombres premiers dans l'ordre. Et donc, ce que je voulais faire avec vous là, c'est de trouver la logique qui se cache entre ces chiffres de gauche et ces chiffres de droite. C'est-à-dire, j'entends par là 11 et 13 et 11 et 21. Donc, on va y aller. Ici, si on fait égal 11 plus 13 plus combien? 11 plus 13 plus combien va nous donner, je vais mettre point d'interrogation, 11 plus 13 plus combien va nous donner ici, je vais faire la même chose, égale 11 plus 21, 11 plus 21 plus combien? Donc le point d'interrogation là, ça doit être le même chiffre. Je vous laisse me répondre. Vous n'êtes pas trompé, vous avez écrit 13 plus 31. Ah oui, je me suis trompé, c'est bien. Donc 11 plus 13 plus combien? Ici. 11 plus 21 plus combien? Donc le point d'interrogation doit être le même chiffre. C'est lequel? Hein? 34. Non, 32 plutôt. Oui, non, mais je cherche le point d'interrogation. Le chiffre qui doit s'ajouter à ce groupe de chiffres pour donner ce groupe de chiffres plus le chiffre que je cherche. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? C'est-à-dire, vous prenez ce groupe de chiffres, donc 11 plus 13, vous rajoutez un chiffre on le recherche, là, on cherche un chiffre, et vous prenez 11 plus 21, vous rajoutez le même chiffre, et on va trouver le même résultat. C'est la théorie. Là, je fais travailler votre esprit mathématique, hein. Trouver l'inconnu. Voilà, c'est ça. Trouver l'inconnu. Sachant que l'inconnu, c'est le même chiffre. L'inconnu ici. Vous essayez de le faire? Vous avez une feuille de calcul? Ou ceux qui sont forts en calcul mental? Ou alors, on va peut-être y aller par étapes. 11 plus 13, ça fait combien? 24. 24. Très bien. 11 plus 21, ça fait combien? 32. 32. D'accord? Donc, combien, donc je vais mettre ici 24, combien tu vas rajouter à 24 pour avoir 32? Si on décompose autrement. 8. 8, voilà. Donc, on va rajouter ici plus 8. Vous voyez? Donc, ici, en fait, on va rajouter, comment dirais-je, 8 à 24 pour avoir 32. Ici, pas. Non, ici, on ne va pas rajouter plus 8. Voilà, on va avoir 32. C'est ça. Donc, on va rajouter ici 8 à 24 pour avoir 32. C'est clair? Donc, on va faire la même chose en bas, ici.
ici, je vais prendre le groupe qui est là. Combien je dois rajouter ou enlever? Je vais mettre plus point d'interrogation pour avoir 19 plus 9, 28. Ici, 17 plus 19, ça donne combien? 30, 30 combien? 36, je crois. 36. Bien, 36. Charles. Bien, Charles. Donc, combien on doit enlever ou rajouter à 36 pour avoir 28? 19 plus. 8. On retire 8. Alors, on retire 8. Voilà. On retire 8. Ici. Toc, toc, toc. On va retirer 8. Voilà. Au lieu de plus, on va mettre moins 8. Je vais mettre ça en une autre couleur. Moins 8. Donc, la correspondance que le professeur Melek a trouvée, c'est que s'il regroupe ces deux chiffres-là, il rajoute 8, il trouve 32. D'accord? S'il regroupe ces deux chiffres-là, il enlève 8, il trouve 28. Donc, c'est pour mettre en exergue le plus 8 moins 8. Donc, on essaie de voir avec ces touches-là des combinaisons, différentes combinaisons possibles. Vous voyez, donc on part de là, on fait la somme, on a 60, de l'autre côté, on a 60. D'accord? Au milieu ici, on a 48, ou alors ça peut être 48 ou 50. Ça dépend de la façon dont on interprète cette colonne-là. Mais en tout cas, ici, c'est 48. On est dans la colonne du milieu. On voit que il y a une logique de duplication, de multiplication. Si on prend les chiffres, si on passe de là à là, il faut rajouter le chiffre à lui-même pour avoir 6. Si on part de là à là, il faut rajouter le chiffre à lui-même pour avoir 8. Et dans le sens inverse, on part de là, on rajoute ce chiffre-là pour avoir 10. Donc, il y a des logiques qu'on essaie de trouver avec ces tous d'Ishango et les chiffres qui sont dessus. Et on voit qu'il y a des choses qui collent, quoi. Ici, si on reprend ces groupes de chiffres-là, en bleu, 3 plus 6, ça fait 9. Si on rajoute 2, on a 11. 4 plus 2, 4 plus 8, ça fait 12. Si on rajoute 9, on a 21. Et comme par hasard, en dessous, on a le plus 9 avec ces deux chiffres et le plus 2 avec ces deux chiffres. Avec ce chiffre est 0. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que ici, on est en base 10. Plus 1, moins 1, moins 1. Vous voyez? Et le dernier, regroupement. Donc, on regroupe ici 11 plus 13. Si on rajoute 8, on a 32. 17 plus 19. Si on rajoute, si on enlève 8, on a 28. Donc, c'est le plus 8 et le moins 8 qui est mis en avant ici. Et avec les nombres premiers, si on prend, par exemple, 15, donc moins 4, moins 2, plus 2, plus 4. Donc, il y a des combinaisons, différentes combinaisons possibles. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que ça peut être le fruit du hasard? C'est-à-dire que, on prend un bâton, et puis on trace les traits comme ça, au hasard. Est-ce qu'on peut tomber sur ça? D'après vous, je vous pose la question. Est-ce que
lorsque vous observez l'os, tous ces interprétations possibles-là, est-ce que ça peut être le fruit du hasard qu'ils aient tracé les traits comme ça? Non. Charisse a dit non. Et les autres? Est-ce que ça vous semble logique ou est-ce qu'on force là? On essaie de faire rentrer des chiffres, on essaie de faire des interprétations pour tomber sur nos pieds. Est-ce que pour vous, en interprétation, on force les choses ou bien les choses apparaissent comme ça, apparaissent avec une logique? J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, vous êtes perplexe? Vous trouvez ça logique? C'est ma question, hein. Allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est trop compliqué ce qu'on a fait là ou ça va? Ah, je vous sens un peu. euh, vous ne dites rien. Donc, est-ce que la question n'est pas claire ou bien est-ce que vous ne la comprenez pas? Moi, je veux dire la vérité, il y a quelques trucs que je comprends pas. Voilà. Donc, c'est le quoi? C'est quoi le truc que tu comprends pas déjà? Dis-le. Attendez, je vais trouver. Donc là, sur le tableau, dis-moi, par exemple, dans le Mhm. tableau qu'on a là, quel Oui, chiffre, quel regroupement ne te paraît pas cohérent? qui me paraît pas cohérent. Oui, que tu ne trouves pas. Tu as dit quoi comme terme? J'ai pas entendu. Tu as dit que tu ne comprends pas, c'est ça? Oui. Vas-y, dis-moi. Attendez. Je crois qu'il y avait un truc que je comprenais pas, mais c'était de quel côté? Je crois que c'était dans les, comment on appelle ça? Duplication? Dans les duplications. Donc la colonne centrale, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est ça. Dans la colonne centrale. Dupliquer, tu sais ce que ça veut dire? Non, j'ai oublié. Ah, le terme dupliquer, qu'est-ce qu'il veut lui expliquer ce que c'est que dupliquer. Le terme dupliquer. Dupliquer, c'est copier. Copier. C'est copier. Voilà. Plusieurs fois, copier, on va dire. Répétez. Répéter. Voilà. Dupliquer, répéter, copier. C'est ça. Donc, c'est peut-être le terme duplication on va mettre multiplication alors. C'est duplication, multiplication. On va mettre ça. Multiplication. Donc là, Alex, Oui. multiplication. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans la colonne centrale, ici, pour passer de 3 à 6, si tu fais la multiplication, la duplication, qu'est-ce que tu dois faire? De Pour 3 à passer de... 6. Ouais, Ah, à pour que partir j'arrive de à 3. 6, je peux faire x2. Voilà, fois 2. Tu rajoutes, Puisque 3 fois 2, ça fera 6. exactement, c'est ça. Ou tu rajoutes 3 à lui-même pour avoir 6. On est d'accord? Ah, donc j'avais le choix entre une addition et une multiplication. Ben, alors, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Une multiplication, c'est une succession d'additions.
Et ça, je ne sais pas si on a le temps là, mais on va peut-être le faire. On va le faire tout à l'heure. Pour vous montrer comment les anciens Égyptiens y calculaient. Comment ils faisaient la multiplication. Hein. Ils faisaient la multiplication en faisant des additions. Donc, ajouter 3 à lui-même, c'est comme si tu multipliais 3 fois 2. D'accord? C'est-à-dire que tu as 3, tu le multiplies par lui-même. Tu le multiplies par 2, tu le fais 2 fois, et tu as 6. Donc tu rajoutes à 3 à lui-même pour avoir 6. Pareil ici, 4 fois 2, donc 4 plus 4, donne 8. Et dans le tableau du bas, enfin dans la partie du bas, quand on est en multiplication en duplication, tu rajoutes 5 à lui-même pour avoir 10. En fait, c'est comme ça que les traits sont sur l'os d'Ishango, hein. C'est-à-dire que c'est pas des traits inventés, c'est des traits qui sont gravés dedans. Quand ils ont commencé à les étudier, ils ont pris les chiffres tels quels. Et là, on commence à faire des interprétations possibles. Et là, je vous dis, au niveau de l'interprétation qu'en a fait le professeur Mbelek, lui, il est parti sur la théorie des ensembles, la théorie de la base 10, de la multiplication, etc. Donc, il y a un certain nombre de combinaisons qui ressortent de l'observation de cet os d'Ishango. Donc, je vous posais la question, est-ce que c'est le fruit du hasard? Charissa me dit non. Alors, pourquoi tu dis non, Charis? Parce que, bon, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, hein. Ça, c'est une Ça me interprétation. Pardon? c'est un peu trop précis pour être du hasard. Ben, déjà, c'est une bonne réponse. C'est un peu trop précis pour être du hasard. Déjà. Voilà. Donc, c'est vrai que, vu comme ça, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, mais on retrouve quand même des, des cohérences lorsqu'on regroupe les chiffres. Donc, je vous ai dit ici, voilà, plus 8, on tombe à 32. Ici, si on prend ce groupe de chiffres, moins 8, on tombe à 28. Et c'est exactement les chiffres qui se retrouvent sur cet os d'Ishango-là. Donc, il y a tellement de combinaisons qui tombent juste pour qu'on se dise, il y a quelque chose. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi servait cet os-là. On peut pas, c'est-à-dire que on n'a pas d'écrit pour savoir comment il l'utilisait. Mais ça peut être effectivement une calculette ou un aide-mémoire. Vous voyez? Ça peut être un aide-mémoire. Il y en a qui ont avancé le fait que, comme c'est des pêcheurs, quand, c'est ce que le professeur Djamokbo dit, quand on revient de la pêche et qu'on a énormément de poissons, on se les partage, eh ben, on peut, par exemple, utiliser cet artefact-là pour se repérer dans les chiffres. C'est la dernière fois, on a ramené autant de poissons, on l'a distribué comme ça, et toi, t'as eu ça, et moi, j'ai eu ça. Donc, ça peut être une interprétation possible d'utiliser cette table-là pour aide-mémoire. Et le professeur Mbelek dit, ça peut être un jouet, un jeu, comme on vient de faire là. C'est-à-dire que si je supprime tout ce qu'on a écrit là, on peut essayer d'utiliser ce truc comme calcul mental. Ça permet d'exercer le cerveau. Ça permet de faire travailler sa mémoire, sa capacité à calculer. Oui. Donc, si j'enlève tout ça là, une fois que vous l'avez fait une fois,
vous pourrez le faire de tête après. Donc, vous prenez une feuille de papier, vous mettez les chiffres et vous verrez que en le faisant vous-même, eh ben, ça va vous faire travailler votre capacité à calculer, hein. D'ailleurs, on l'a fait en direct. Je vous ai posé les questions. Ben, vous avez tout de suite vu vous-même qu'il faut mettre plus 8, moins 8, il faut mettre plus 2, plus 9, etc., etc. Plus 1, moins 1, etc., etc. Donc, ce que le professeur Mbelek dit, pour finir, et pour reprendre ce que Charis disait tout à l'heure, lui, il a trouvé 33 combinaisons possibles. Ici, on ne les a pas comptées, mais on les a d'ailleurs pas tous. Mais s'il les compte, il a 33 combinaisons possibles. Vous voyez? Et donc, il dit, sur ce seul os-là, il y a 33 combinaisons possibles. Et en statistique, il dit que 1 sur 33, c'est-à-dire que si tu veux faire des statistiques et tu dis, en termes de combinaison, tu dis 1 sur 33, tu multiplies 1 sur 33, etc., 33 fois, tu vas voir que c'est un chiffre infinitésimal. C'est-à-dire que il y a autant de chances de dire que c'est du hasard que de trouver statistiquement 1 sur 33 que multiplier 1 sur 33 que multiplier 1 sur 33 33 fois. C'est-à-dire que lui, il fait des statistiques, hein, et il dit que ça ne peut pas être du hasard qu'on ait trouvé, qu'il ait pu trouver autant de combinaisons possibles à partir d'un seul os sur lequel il y a des chiffres. Comme les chiffres tombent, de toute façon, comme ça tombe bien, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Statistiquement, il considère que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et ça, c'est les mathématiques qui encore le prouvent. Donc voilà ce que je voulais faire avec vous sur le côté, je dirais, interprétation et mathématique de cet os d'Ishangu. Donc ça, c'est un exercice simple qui peut être fait par, je pense, à partir même de l'école primaire, à partir du moment où on est dans l'observation et on sait faire des additions et des soustractions, on peut arriver à ces différents types de combinaisons possibles. Il suffit d'observer, en fait, hein. Il suffit d'observer. Et donc, je vais justement on va faire un exercice ensemble en termes de multiplication. On va partir, qui est-ce qui est le plus, enfin, le moins âgé parmi vous? Ça doit être Charis ou Eva, je crois, hein. Charis, tu as quel âge? 13 ans. Je vais avoir 14 ans cette année. Alors, 13 ans. Et Eva? J'ai aussi 13 ans. Alors, ouais, c'est vrai qu'on a commencé, vous aviez 12 ans. Ok. Bon, on va prendre les jeunes. 13 ans. Je vais mettre 13 ici. On va faire une multiplication, hein. Et on va dire combien de jours. On va prendre comme chiffre une année fait 365 jours. Donc je veux dire, bon ben, je vais essayer de calculer combien de jours Eva et Charis ont fait sur cette terre. Hein? Vous avez 13 ans. Je vais supposer une année pleine, hein, 365 jours.
Et on va calculer le nombre de jours que vous avez fait sur cette Terre. Nombre de jours. Voilà. Et donc, on va essayer de faire une multiplication par des additions en utilisant la même règle que cette colonne centrale là. Et on va faire comme faisaient les anciens Égyptiens. La façon dont ils faisaient, c'est que ils partaient du plus petit chiffre à multiplier. Donc 13. Donc je commence, je mets 1. Si j'ajoute 1 à lui-même, j'ai combien? Faites-le avec moi. J'ai 2. 2. Si j'ajoute 2 à lui-même, j'ai combien? 4. 4. Si j'ajoute 4 à lui-même, j'ai combien? 8. Si j'ajoute 16. 8 à lui-même, j'ai 16. Ah, attention. Donc, pour les anciens Égyptiens, ils disent, si j'ajoute 16 à lui-même, je vais dépasser le chiffre qui est là, le chiffre 13. Donc, je m'arrête à 8. D'accord? Je m'arrête à 8. Et je vais essayer de reconstituer 13 avec les duplications, les multiplications, enfin les multiplications que j'ai faites ici. Donc, pour le faire, je vais prendre par exemple, je vais commencer à faire les sommes. Je prends 8. Je prends 8, j'identifie. 8 plus combien donne 13. 8 plus combien donne 13. Je pose la question. 8 plus combien donne 13. 8 plus 4 plus 1. 8 plus 4 plus 1. Voilà. 8 plus 4 plus 1. Je les ai mis en violet. Donc 8 plus 4 plus 1. D'accord? 8 plus 4 plus 1 donne bien 13. Donc vous voyez, la première règle, c'est quoi? La première règle, c'est je prends le chiffre le plus petit. J'essaie de le distribuer en ne faisant que des additions. Je prends 1, plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16. Ah, je dépasse le plus petit chiffre, 13 ans. Je termine 13 ans. Dépasse le plus petit chiffre. Bon, ok. Et ici, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre le chiffre, premier chiffre là, qui est là, c'est 365. D'accord? Ici, je vais faire une addition. 365 plus 365, ça donne combien? Je le fais de tête rapidement. 5 et 5, 10. 6 et 6, 12. Et un 3. 3 plus 3, 6. Et un 7. On est d'accord? Ça fait combien? Ça fait 730. OK? Donc, je recommence. 730 par lui-même, ça donne combien? Je recommence. Ici, j'ai 0. J'ai 6. J'ai... Ça fait combien? J'additionne 730 par lui-même. Ça me donne combien? 1460. 1460. Vous le voyez, hein? C'est-à-dire que j'ai 0, 3 et 3, 6, 7 et 7, 14. On est d'accord? C'est pas compliqué.
Donc, je vais ajouter 1460 à 1460. Je vais tomber à combien? Donc, 0. 6 et 6, 12. Je mets 2. 4 et 4, 8. Et 1, ça va faire 9. 1 et 1, 2. Et 1, ça va faire 2. Ça fait combien? 2920. 2900. 2920. Voilà, et je m'arrête là. Et donc, pour trouver le nombre de jours que Charis et Eva ont fait sur cette terre, je vais prendre ce chiffre, 365. Donc, plus, je vais les mettre en 365, plus 1400, plus 2300. Et donc, ça va me donner, quoi? En faisant que des additions, je vais faire ça. En faisant que des additions, je vais avoir combien? Ici, j'ai quoi? J'ai 5. Attends, bon, je le fais de tête. J'ai 5. Sur les deux colonnes là, j'ai 6 et 6, 12 et 2, 14. D'accord? La colonne de 3, j'ai quoi? Ici, j'ai 10 plus 4 plus 3. J'ai 17. Tiens, 1. Et pour terminer, j'ai A plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc, ça me fait combien? Ça fait 4745. Ça fait 5000. Combien t'as trouvé? 4745. 4745. Voilà, donc on a trouvé 4745. Donc voilà comment, je vais quand même vérifier, mais c'est ça, hein. C'est bien ça. Ça fait égal ça, plus ça, plus ça. Voilà, bon, bah, l'ordinateur nous dit que c'est le même chiffre. Donc vous voyez, c'est comme ça que l'on calcule, on multiplie. En Égypte antique, c'est comme ça qu'on faisait des multiplications, en ne faisant que des additions. Alors, pourquoi je vous le dis? C'est important parce que aujourd'hui, dans les ordinateurs que l'on utilise, c'est comme ça que les ordinateurs font les multiplications, en faisant des additions. Alex, t'as compris? Oui, Charis je vais et Eva, comprendre maintenant. ont passé, si je prends une année complète, 4745 jours, plutôt, excuse-moi, 4745 jours depuis qu'elles sont nées. Et on a fait ça comment? On a fait ça par des additions. Donc, le petit Égyptien à qui on apprenait les calculs, avec une table, il n'a pas besoin de connaître la table de 3, la table de 4, la table de 5, la table de 9. Non. La table de 2 lui suffisait les additions pour pouvoir faire n'importe quel calcul, n'importe lequel. Là, on a pris un calcul compliqué, hein. C'est-à-dire que si on vous, aujourd'hui, si on vous demandait de faire 13 fois 365, vous allez faire la méthode qu'on nous apprend, nous, à l'école.
365 fois 13, vous allez poser ça autrement. Alors que là, c'est par une table tout simple d'addition. Et quand vous posez bien les choses, comme on l'a à l'écran là, je vais mettre des séparateurs de milliers, comme ça on va mieux voir encore. Je mets des séparateurs de milliers, comme ça on voit. Voilà. Donc quand vous alignez bien les choses, vous pouvez faire les additions facilement, quoi. Et là, on a fait un truc compliqué. 13 fois 365. Et on a utilisé cette logique-là qui avait déjà sur l'os d'Ishango il y a plus de 20 000 ans. Qui montre que l'Homo sapiens sapiens, l'homme anatomiquement moderne, avait toutes ses facultés pour comprendre son environnement et même inventer des choses, notamment les mathématiques. Les mathématiques ont commencé en Afrique, comme ça. Et ça a été transmis de génération en génération et amélioré de génération en génération. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop, il dit que la science n'est qu'une succession de transmissions. Aujourd'hui, on voit que technologiquement, techniquement, en Europe, ils sont avancés. Et d'ailleurs, dans le jargon qui est utilisé souvent en Afrique, on dit « Ah, le blanc, il est fort, le blanc, il a fait ceci, le blanc, il a fait cela. » Mais on voit bien que les choses ont été inventées il y a très longtemps et ne font que s'améliorer en fonction des périodes et des époques. Donc, il y a une transmission de connaissances et l'Afrique a tout donné aux Grecs qui ont ensuite après transmis aux Européens. Donc, c'est le sens de nos enseignements ici, c'est de vous montrer que vous n'avez pas à vous n'avez pas à vous sentir moins intelligent. La connaissance, c'est ce qui permet de dépasser les frontières. La connaissance, c'est ce qui permet d'avoir confiance en soi, de se développer. Donc, c'est bien ce que vous faites, d'essayer de comprendre votre culture, d'essayer de comprendre ce qui a fondé l'organisation, le fonctionnement des sociétés en Afrique, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne nous apprend pas ici, qu'on ne vous apprend pas, parce que c'est pas l'intérêt des Européens de vous apprendre ça. Donc, le retour aux sources est intéressant, est important. Donc voilà un exemple concret à partir de l'os d'Ishango. Et ça, on le retrouve en Égypte antique, 13 000 ans plus tard. D'ailleurs, les anciens Égyptiens, ils disaient qu'ils n'ont fait que sublimer les connaissances qu'ils avaient reçues de leurs ancêtres. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, comme l'a dit Sarkozy à une époque, là, quand il était à Dakar. On ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. C'est ne pas connaître l'histoire que de raconter des inepties pareilles. Vous voyez, là, j'ai fait une petite digression, mais c'est pour vous montrer l'importance des choses. Et on a pris juste un petit calcul là. Donc, vous pouvez faire ce petit calcul-là, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vous prenez n'importe quel chiffre, n'importe lequel. Vous prenez n'importe quelle multiplication, n'importe lequel, et ben vous utilisez cette méthode
vous allez arriver à un résultat qui sera cohérent, qui sera juste, que vous pourrez reprendre avec votre calculatrice, il tombera juste. Voilà. On peut faire des multiplications en faisant que des additions. C'est bon? Donc Oui, ça, moi c'est bon. je vais vous le laisser. Donc voilà ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, avec l'os d'Ishango. Et on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir le papyrus de Rinde. Le papyrus de Rinde, enfin dit de Rinde, c'est le papyrus de Yamessou, hein, à Moussou, chez nous. C'est Yamessou, en fait, c'est en Afrique de l'Ouest, on dirait que c'est à Moussou, hein. C'est Yamessou qui est le scribe qui a recopié les exercices mathématiques sur un papyrus et que Rinde a acheté après, et donc on lui a donné le nom du papyrus de Rinde. Mais sur ce papyrus de Rinde figure énormément de calculs mathématiques et de théorèmes, notamment le théorème dit de Pythagore, le théorème dit de Thalès se trouvait déjà sur ce papyrus il y a plus de 4000 ans avant la naissance des dits Pythagore et Thalès. Donc on n'aura pas le temps d'étudier aujourd'hui, on l'étudiera à la rentrée, le papyrus de Rinde. Vous voyez, mais déjà sur le papyrus de Rinde, il y a la méthode de calcul que je vous ai montré tout à l'heure. Faire des multiplications en faisant des additions. Sur le papyrus de Rinde, vous avez cette méthode-là déjà. Donc voilà. Donc on va finir là. Vous allez tous en vacances. Vous êtes tous en vacances là, comme maintenant. Donc je pense qu'on peut. Alors, est-ce qu'il y en a qui partent, il y en a qui restent? Jaden, il va travailler, il a dit. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, enfin, je pars pas encore parce que j'ai la préparation du brevet du 1er au 2 juillet, donc je pars pas encore. Ah oui, le brevet n'est pas encore. Ok, c'est bientôt. Ok, bon. En tout cas, bon, est-ce que vous souhaitez qu'on travaille pendant les vacances? Déjà, bon, je vous pose la question autrement alors. Est-ce que vous souhaitez qu'on travaille pendant les vacances? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on fasse une pause, qu'on se retrouve à la rentrée ou qu'on travaille pendant les vacances? Moi, honnêtement, je sais pas du tout. Qu'on fasse une pause. Ah, vous parlez en même temps, je vous ai pas entendu. Toi, t'as dit quoi? Moi, qu'on fasse une pause. D'accord. Et les autres? Moi, honnêtement, je sais pas du tout. Ok. Franchement, je sais pas du tout. Donc, toi, il a dit on fasse une pause. Et Charis, Eva, Alex? Euh, une pause, je Enfin, crois. Ok. Charis? j'ai dit que tout m'allait, genre, je sais pas. Toi, tu sais pas. Ok. Eva? Moi, c'est comme vous voulez. Je sais pas. Bon. Donc, moi, si je rajoute ma position, j'aimerais qu'on fasse une pause aussi. Donc, on a trois qui savent et trois qui savent pas. Bon. Donc, moi, je vais décider. On va faire une pause. D'accord? On va faire une pause pendant ces vacances. Mais, donc, je vous invite à revoir, parce qu'on a vu quand même
énormément de choses, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En 1 an et demi, là, tout ce qu'on a vu, euh, ce serait intéressant qu'on fasse un petit point quand même, hein, sur tout ce qu'on a vu, une sorte de synthèse et de récap. Je vous proposerai ça à la rentrée, qu'on fasse une sorte de synthèse et de récap avant d'attaquer d'autres choses. On est d'accord? Parce qu'on a vu énormément de choses. On a vu énormément de choses. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a vu là, depuis 1 an et demi, je pense que vous avez une connaissance un peu plus poussée que beaucoup de jeunes Africains n'ont pas, hein, sur l'Afrique. On a vu énormément de choses. Donc, on fera une petite synthèse là-dessus. Ça marche? Ok. Bon, ben écoutez, j'aimerais vous souhaiter de bonnes vacances, bon travail pour ceux qui travaillent, et ben, surtout, j'aimerais avoir votre mot de la fin, hein, de cette année. Comment vous avez trouvé l'année? Qu'est-ce que vous pensez de nos cours? Voilà, j'aimerais bien avoir votre petit retour avant qu'on ne se quitte. Bah, honnêtement, cette année, on a appris énormément de choses. On a appris énormément de choses, je trouve, par rapport au temps qui nous a été donné. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont 1 an et demi, n'ont pas, euh, n'ont pas tous ces renseignements, n'ont pas toutes ces informations. Donc, voilà. Je trouve qu'on a eu le droit, à beaucoup d'informations. On a appris beaucoup de choses. On a appris des choses intéressantes sur l'histoire de l'Égypte et sur notre histoire. Et, et puis voilà, hein. En globalité, franchement, c'est intéressant et utile. D'accord. Ok. Et toi, donc, tu t'y as retrouvé, hein, dans toutes ces infos-là? Oui, ça va, ça va. Il y a certains moments, tu peux pas forcément tout comprendre dès la première fois, mais à chaque fois, il y a des réexplications. Donc, sinon, honnêtement, ça va, hein. Je trouve que ça va. D'accord. Ok. Merci, Jaden. Alors, qui d'autre? Une synthèse de l'année écoulée. Donc, faites-moi chacun votre synthèse. Euh, Bah moi, pour ma part, comme d'habitude, les cours ils étaient très intéressants. Euh, j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas avant et c'est pas des choses qui sont faciles d'accès, on va dire. Du coup, voilà, on apprend des choses que tout le monde ne sait pas forcément sur nous-mêmes et sur notre culture. Et donc, voilà, c'est quand même des choses importantes que qu'on a appris pendant ce temps-là, quoi. Ok. Ok. Alex? Euh, Sur cette année, oui, hein, on a beaucoup appris de choses, surtout de nouvelles choses. Et après, quelquefois, on est revenu sur quelques anciennes leçons qu'on n'avait pas compris auparavant. Mais sinon, on a à peu près tout revu, quoi. C'est tout ce que je retiens sur cette année. D'accord. Alors, mesdames, Charis et Eva, vous êtes avec nous? Eva, Charis? Oui, oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. On a appris beaucoup de choses. On a même appris plus que ce que je pensais qu'on allait apprendre. Moi, je m'attendais pas à apprendre autant de choses et j'ai trouvé ça très enrichissant et très chouette. J'ai bien aimé cette année. D'accord.
Ok. Et Charis? Bah moi, j'ai trouvé ça, du coup une année aussi riche en enseignement. J'ai bien aimé. Bah la littérature et moi ça fait 2. J'ai pas trop j'ai pas trop accroché sur tout ce qui était long texte, tout ce qui était, retranscription. Enfin si en fait, pas les longs textes et tout ça. Mais sinon, les calculs ou quelque chose comme ça, moi, je suis plus à l'aise. Et du coup, du coup, j'ai bien aimé ces parties où on devait euh, cogiter, réfléchir, voilà. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, moi, je retiens que vous avez tous bien appris plein de choses cette année, que vous avez aimé. D'ailleurs, j'ai vu à votre régularité, moi, je tiens à vous féliciter pour votre assiduité, parce que c'est pas évident hein, de se lever le dimanche matin, en plus. C'est le week-end, on doit dormir. C'est pas évident. Donc, moi, je suis content. Je préfère même que quand on est motivé, qu'il y ait peu de gens, comme ça, on est concentré. Hein, d'accord? Donc là, je tiens à vous féliciter par rapport à ça déjà, de votre implication. Et c'est ça qui me motive moi aussi à faire, à continuer, hein, et à faire des recherches. Vous avez vu que j'ai essayé de faire quand même des choses, bon, même s'il y a des moments où c'était un peu compliqué, mais j'essaie de simplifier au maximum, de faire une synthèse pour que vous puissiez y retourner. Et j'ai vu que vous revoyez les leçons après, dans la semaine. En tout cas, vous cliquez sur l'enregistrement, donc c'est bien, c'est intéressant. Donc, mais on apprend tous en même temps. Moi, vous savez, ce que j'ai fait avec vous cette année, je ne le connaissais pas non plus. Enfin, j'avais des notions, j'avais des choses que je connaissais, mais le fait de le faire avec vous, d'aller chercher l'information, d'essayer d'interpréter l'information avec vous, eh ben, ça m'a permis aussi d'apprendre des choses. Moi, l'événement le plus important cette année, par exemple, c'est les Médounétaires. Je connaissais globalement comme ça les Médounétaires, mais je m'étais jamais penché aussi loin. Et encore, quand je dis aussi loin, c'est juste la base qu'on a fait. Mais ça nous a pris 11 leçons. 11 leçons quand même, mais qui donnent les bases de compréhension du fonctionnement des Médounétaires. Vous voyez, bon, là, l'eau d'Ishango, on a fait quelques exercices. Donc, c'est intéressant de se poser et de réfléchir à ce qui nous appartient. J'ai bien aimé aussi le Fa, les Yoruba, la communauté Yoruba, comment ils étaient organisés, etc. Donc on verra l'année prochaine. Il faudrait qu'on voit ce sur quoi on va travailler. Mais bon, l'idée, c'est de creuser, d'aller chercher des choses du continent qui peuvent nous ouvrir un peu les horizons, d'autres horizons de pensée, d'autres façons de penser, etc. Mais en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. Je suis content que vous appréciez nos cours. Donc, j'apprécie tout autant de partager avec vous et de passer un peu de temps avec vous, passer mon temps à faire ces recherches-là et puis à les partager ensemble. Alors, pour l'année prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va peut-être dans les vacances, je vais voir. On va peut-être essayer d'acheter un bouquin euh, de, de Anija, institut Anija, sur les humanités classiques, sachant qu'on a quand même vu pas mal de choses sur les humanités classiques. On verra, il nous faut des supports en fait. J'ai toujours cherché et ça c'est notre logique aussi hein, dans l'association Oussaré, c'est de partir de supports. Mais cette année, on a beaucoup travaillé avec Internet et puis quelques supports. En tout cas, c'est de trouver un support qui va nous permettre d'échanger tous ensemble. Mais je vous souhaite de bonnes vacances. Et de toute façon, je mettrai dans le groupe Telegram quand est-ce qu'on reprendra. Je pense que début septembre. Hein. On reprendra début septembre.
Et je vous invite à revoir nos cours, à aller piocher l'information dans la plateforme Telegram, dans notre groupe, les cours de Amjad. Il y a tout dedans. Je vous ai tout partagé, vous avez tout, et c'est encore dedans. Donc, vous pouvez y retourner quand vous voulez, quand vous avez une interrogation, quand quelqu'un vous parle de quelque chose et vous dites, ah ouais, on a vu ça. Euh, Si vous voulez étayer, argumenter, ben, vous allez chercher l'info, soit dans nos vidéos, soit dans les supports qu'on a pu partager. Et sur ce, ben, je vous souhaite de très belles vacances. Si vous avez des questions, pensez à le mettre dans le chat. J'y répondrai, d'accord? Et puis voilà. Ben, bonnes vacances à tous et à bientôt. Tabenda, Nyadogo. Bon Au dimanche. revoir. Si, au revoir. Bon dimanche, au Au revoir. revoir. Bon dimanche.